Pour une nouvelle émission avec des invités, les chroniques du lundi qu'on retrouvera aujourd'hui un petit peu plus tard. Hassan Choumesh sera avec nous pour sa chronique Votre santé. Il parlera aujourd'hui d'un sujet qui est important puisque c'est la journée mondiale de l'hygiène des mains. Et on ne parle pas souvent de l'hygiène de nos mains, est-ce qu'elles sont propres ou pas, parce qu'on a tendance à faire beaucoup de choses, mais on oublie des fois d'aller se laver les mains, non pas de passer une lingette ni un gel nettoyant, mais carrément de se laver les mains parce qu'apparemment il n'y a pas mieux que de les laver à l'eau froide ou tiède, je ne sais pas, mais en tout cas laver ses mains. Et il y a beaucoup de choses à dire tout à l'heure dans la rubrique Votre santé. Peut-être que vous oubliez de vous laver les mains, mais vous allez voir que c'est très très important et que ça peut provoquer plusieurs maladies. Ludmilla Mbarak également sera là dans sa chronique L'œil du psy, et aujourd'hui elle s'intéresse au concept de l'anxiété de performance puisqu'on est en pleine période des examens, des compositions, vous le savez, beaucoup sont anxieux. Comment faire pour traiter tout cela, vivre avec cela et surtout gérer cela? Eh bien, elle y répondra. Encore une autre partie avec d'autres invités. On parlera de plantes avec ces belles plantes qui sont ici et celle qui adore, celle qui est amoureuse de ces plantes et qui en parle avec tellement d'amour et de passion. Mariam Mansouri viendra nous parler des plantes très spéciales, vous allez comprendre, qui ont un rapport direct avec l'eau. Et puis un événement, puisque nous célébrons en ce moment même le mois du patrimoine. Vous le savez, c'est jusqu'au 18 mai. Un événement qui va avoir lieu ce jeudi au musée du Bardo qui s'appelle Harayr. Alors je ne dirais pas que c'est une exposition, non, c'est encore plus qu'une expo. C'est un événement carrément qui va tourner autour d'une histoire en rapport direct avec notre patrimoine. Je n'en dis pas plus puisque notre invitée Fatma Zahra Bouaouni viendra pour en parler beaucoup mieux que moi. Et puis nous allons commencer l'émission avec un invité. Et quel invité! Depuis le temps que j'attendais de le revoir parce que ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Je l'avais reçu, je ne sais pas, il y a 14 ans, 15 ans, même plus, quand je faisais l'émission Bonjour d'Algérie, et j'étais déjà marquée à l'époque par sa présence, par sa connaissance, par sa renommée mondiale, ça on peut le dire, puisque voilà, il nous représente, nous les Algériens, un petit peu partout dans le monde. Il est très demandé. C'est un professionnel et il nous fait l'honneur d'être notre invité aujourd'hui. J'en perds mes mots d'ailleurs, puisqu'il a été invité dans d'autres événements sur lesquels nous allons revenir. Et donc j'en ai profité dès que j'ai su qu'il était à Alger. J'ai dit écoutez, monsieur Louafi, cette fois-ci, il faut que vous veniez parce que d'habitude on ne s'entend pas sur l'emploi du temps. C'était pas possible. Et puis il est avec nous aujourd'hui. Kamel Louafi, bonjour. Merci d'être là. Bonjour Lilia, je suis très heureux. Partagez. Après tout ce temps-là. Tout à fait, quel plaisir de vous recevoir. Alors, comment vous présenter? Paysagiste, oui, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur paysagiste que le monde ait connu. Architecte aussi, artiste, moi je dirais beaucoup plus artiste paysagiste. Ma mère, elle me disait Jnaini. Jnaini, oui, ouais, parce que en tout cas le vert vous va bien et vous allez bien au vert. Et d'ailleurs on est content aujourd'hui que notre décor soit vert. Oui, c'est pas fait exprès. Oui. Mais d'abord la première question, tiens, je vais changer. Est-ce que le vert est votre couleur préférée? Oui, bien sûr, c'est ce qui m'a poussé aussi à devenir paysagiste. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché cet amour pour ce métier? Ma mère, elle cultivait plein de roses dans le jardin. À Batna? À Batna. J'ai jamais attaché de l'importance à ces roses. Et à un certain moment, je me suis posé la question, pourquoi elle faisait ça? Je lui ai demandé, pourquoi tu te consacres à tout ça? Et elle m'avait dit, c'est pour te léguer ça plus tard. Mais elle l'a dit comme ça, sans aucun préjugé. Elle ne savait pas ce que cette phrase allait faire. Et voilà. Et en 2004, quand on s'est rencontrés, je vous ai raconté que les roses de Damas, mon employé m'a ramené les roses de Damas quand on les a cherchées, si vous voulez, les plantes artistiques, islamiques. Elle me les a ramenées et j'ai dit, mais c'est la rose de ma mère. Oui, c'est un peu qui m'égoule. Donc on dira que finalement, bon, c'est vrai qu'après vous avez fait vos preuves, vous êtes parti en Allemagne, on ne peut pas retracer tout votre parcours, mais l'élément déclencheur, c'était votre maman. Bien sûr, c'est vraiment ma maman, oui. Parce que mon papa, il cultivait les tomates, les légumes à l'intérieur. Oui, mais elle, c'était... Elle, c'était dehors. Elle nous suppliait toujours d'arroser, de faire les gardiens quand on était, les voisins viennent, les gens qui viennent voler les roses et tout. Elle nous a imprégné cela sans qu'on le sache. Très bien. Voilà. Alors, monsieur Louafi, vous vivez en Allemagne depuis combien de temps maintenant? Depuis 1980.
Allah Ibarak, ça fait plus de 40 ans, oui, n'est-ce pas? Plus de la moitié de ma vie. Oui, bon, vous ne les faites pas, hein. Ce n'est pas la peine de donner votre âge. Vous me l'avez donné tout à l'heure, mais j'ai dit, alors là, vous ne le faites pas du tout, votre âge. Allah Ibarak. Mais ce qu'il y a de bien avec vous, c'est que durant juste cette année, vous avez fait quand même pas mal d'allers-retours. Vous venez souvent en Algérie parce qu'on fait appel à vous. On a besoin de vous pour animer des conférences au niveau de grandes écoles, d'universités, au niveau aussi de concours auxquels d'ailleurs vous avez participé. Vous êtes en plein dedans en ce moment puisque c'est l'une de vos actualités. Vous savez, quand j'ai terminé mes études, je me suis dit, il faut que je redonne ce qu'on m'a donné. C'est pas l'Algérie qui m'a donné ça, c'est l'université de Berlin, c'est les amis à Berlin, mais je me suis dit, il faut que je redonne ça. En Algérie? En Algérie, surtout en Algérie. Et j'ai commencé à faire des conférences, j'ai commencé à enseigner un peu partout dans les universités, en Algérie, en Tunisie. Je l'ai fait aussi au début aussi au Maroc, je l'ai fait aussi au sud de la France. Et ça m'a donné beaucoup de plaisir. Et je l'ai fait ça gratuitement. Je demandais simplement aux universités, la plupart, de payer le billet d'avion, de payer peut-être le plat de d'Al-Foul. Oui. et je faisais ça, et surtout que ma femme a accepté ça. D'accord. Ça, c'était très important. Donc, que vous fassiez des voyages, que vous alliez un petit peu partout à travers le monde. Mais finalement, vous enseignez quoi? Le paysagisme. Le paysagisme. J'essaye, si vous voulez, de sensibiliser les jeunes filles et les jeunes hommes que le paysagisme, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas simplement l'architecture. L'architecture, si vous voulez, c'est un bâtiment qui ne change pas. Non, mais attendez, je vous interromps. Alors, est-ce qu'un paysagiste se doit d'être d'abord architecte? Et est-ce qu'un architecte peut facilement devenir un paysagiste? Vous savez, chaque individu peut devenir facilement un paysagiste. Il ne faut pas qu'il ait un autre métier. Mais s'il a un métier d'architecte, ça veut dire qu'il comprend un peu, si vous voulez, l'impact de l'espace. Et il n'a pas besoin d'être architecte pour devenir paysagiste. D'accord. Ça, c'est très important, c'est le bon vouloir. C'est le fait de vouloir le faire. D'accord. Voilà. Et vous avez voulu le faire? Moi, mon frère, c'était un architecte. Il était architecte, il est retraité maintenant. Mais ma mère, quand on lui disait, quand je venais à Batna, on lui disait, ton fils, ولدك l'architecte Aouja, تقول لهم لا لا راكم غالطين هذاك جنايني. Toujours, elle insistait sur ça. Hein. Et quand j'allais chez ma mère, parce que je me sentais un peu blessé, je disais à ma mère, ولا تقولي انا جنايني مانيش عارفه، تقول لي خوك يبني ديار باطيمات. Mais j'ai compris à travers ce qu'elle a dit que c'est très important d'accepter cela, que ce que vous faites en tant que paysagiste, en tant que jardinier, vous pouvez le faire aussi. Et vous êtes des partenaires, ce qui n'est pas important en architecture. Et ça a été peut-être la réussite de mon travail. Oui, parce qu'on peut avoir les plus belles bâtisses du monde, n'est-ce pas, en béton, en tout ce que vous voulez, mais s'il n'y a pas la couleur verte qui est autour, et surtout, quand vous dites paysagiste, c'est-à-dire c'est bien tracé, c'est bien calculé, c'est bien dessiné et tout, bah, c'est comme si que vous n'aviez rien, hein, parce que du béton, on n'a pas envie de voir du béton, mais quand on voit tout ce qui entoure le béton avec du vert, là, c'est de l'art. Ça devient de l'art. Oui, et moi j'essaie un peu d'imprégner les jeunes filles et les jeunes hommes qui font le paysagisme, qui font les jardins, de penser au jardin, pas simplement demain, après-demain, quand ils le plantent, mais dans 10, dans 15, d'une manière durable. Ça veut dire, non, dans 10, dans 15, dans 20 ans. Parce que si vous plantez des arbres, l'un à côté de l'autre, à 2 mètres, si vous voulez, les arbres vont périr après 5 ans. Mais si vous leur donnez leur espace et vous les entretenez, ça va être quelque chose de formidable. Très bien. Et des jardins, vous en avez vu, hein, et vous en avez... 2,7 millions de mètres carrés. Combien ? 2,7 millions de mètres carrés. J'ai construit 2,7 millions de mètres carrés. Vous les avez comptés? Oui. Donc vous savez exactement combien de jardins vous avez construits? J'ai reçu la croix d'honneur du président allemand et c'est eux qui ont compté. D'accord. Retenez bien ce chiffre, 1,7 million de mètres carrés. Construits à travers le monde. Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à vous souvenir de tous les jardins que vous avez construits? Un par un. Un par un, de même ceux que j'ai dessinés et que je n'ai pas construits. Oui,
Parce qu'il y en a que vous avez, vous avez juste dessiné. Il y en a plein. En fait, c'est comme un chanteur qui écrit des textes et qui les met dans ses tiroirs. Non, c'est des concours. Vous faites des concours. D'accord. Vous gagnez le concours, vous réalisez le jardin, vous faites des concours et on vous fait sortir dès le premier tour. Ah. Vous êtes déçu, mais le lendemain, vous acceptez ça parce que quand vous voyez le travail de votre concurrent, vous vous dites « Waouh !» C'est le seul moment où j'ai été vraiment frustré. C'était en face de la mosquée. Ici en Algérie. C'est la wilaya qui m'avait demandé de faire ce concours. Je l'ai fait. On a fait avec Akli Amrouche et d'autres amis. On a fait un travail... Avec qui vous travaillez beaucoup. Hein. On a fait un travail formidable. On a fait ce qu'on appelle un boustan. L'architecte allemand qui a construit la mosquée, il est venu ici en Algérie. Il m'a appelé au téléphone parce que son paysagiste lui a dit c'est Kamel Louafi qui a réalisé. Il n'a pas pensé que... On m'a mis dehors. Il m'a appelé et il m'a dit « Monsieur Louafi, j'ai jamais vu un travail aussi dégueulasse que ce que vous avez fait. » Je lui ai dit « Monsieur, mais quel travail ?» Il m'a dit « Les espaces autour de la mosquée. » Et moi, j'avais pensé à Abu Dhabi. C'est là-bas que j'ai construit les espaces autour de la mosquée. Et je lui ai dit « Écoutez, à Abu Dhabi, je n'ai pas beaucoup d'influence. » Non, il m'a dit « Je suis à Alger. » Je lui ai dit « Non, il m'a fait sortir, c'est pas mon jardin. » Pourquoi vous auriez aimé vous-même le construire, ce jardin? Vous l'auriez vu autrement? Non, on n'a pas construit. Ils n'ont pas pris notre travail. Non, je n'ai pas dit votre travail. C'est clair, vous auriez aimé que ce soit le vôtre? Oui, bien sûr, parce que c'était le boustan. C'était vraiment un boustan avec les arabesques, si vous voulez, au sommet de mon travail. Et quand vous allez maintenant en face de la mosquée, quand vous allez dans ce terrain et vous regardez leur inspiration qui s'est faite à travers une faïence de la Casbah, mais reporter une faïence de la Casbah dans cette grandeur, sans arbre, ce n'est plus un parc. C'est quelque chose de ridicule. Je m'excuse de le dire. D'accord, après ça reste votre point de vue en tant que professionnel et on l'accepte. Mais vous, c'est-à-dire que pour vous, être paysagiste, ce n'est pas venu de nulle part. C'est-à-dire quand vous faites des critiques comme ça, vous le faites en connaissance de cause et par rapport à tout un parcours que vous avez eu. Donc vous savez de quoi vous êtes en train de parler, c'est ça? Oui, je n'avance pas vraiment, je n'avance pas des choses comme ça. Et généralement, quand on me fait sortir, j'accepte. Mais ici, c'était, si vous voulez, quelque chose qui m'avait touché dans mon cœur, dans mes sentiments. Pourquoi? Parce qu'on m'avait demandé de venir et quand on avait fait ce projet avec un groupe de 6, de 7, de 8 personnes, on avait bien dessiné ce projet, on avait bien réfléchi. Et quand on a vu le résultat qui a été fait, j'étais là-bas avec Akli Amrouche, on a été déçus. Très bien. Mais bon, c'est la vie, il faut accepter cela. Il y a des causes. Mais il y a eu quand même d'autres bonnes nouvelles. Hein, le jardin de Biskra. Oui, de Biskra, justement, on va y revenir. Oui, le défi du Sahara. Alors, ce jardin-là, aujourd'hui, vous en êtes fier? Très fier. Le jardin des Ibans, c'est quelque chose qui m'a, si vous voulez, donné cette impression que le paysagiste, il doit connaître un peu, pas simplement les plantes, mais il doit connaître un peu la situation géographique, il doit connaître un peu les sols, il doit connaître un peu l'utilisation de l'eau. Et ça a été pour moi une aventure extraordinaire. D'accord. Vous auriez aimé reconstruire ce jardin dans une autre ville d'Algérie ou pour vous, quand vous construisez un jardin, vous vous arrêtez à ça et vous pensez à un autre projet? Chaque projet doit être propre au lieu. Si je le fais à Berlin, si je le fais en Espagne, si je le fais en France, si je le fais en Algérie, il doit être propre au lieu. Il faut qu'il y ait juste une identification avec le lieu. Très bien. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes sur un projet? Je vous avais posé la question tout à l'heure, mais j'ai envie de vous la poser en direct là. Est-ce que j'ai pas envie d'écouter la même réponse que vous m'avez donnée tout à l'heure? Vous savez, j'ai grandi dans les allées Ben Boulaïd de Batna. C'est quelque chose de très important pour les gens de Batna. Et j'ai dessiné aussi comment les allées de Ben Boulaïd peuvent être reconstruites en cette époque. J'ai remis les dessins au maire de Berlin, au maire de Berlin, au maire de Batna, au wali de Batna, au sein de mon exposition. Je leur ai remis ces dessins. Et ils ne se sont pas du tout donné la peine de... Vous n'avez pas encore eu peut-être de réponse? Vous savez, ils ont d'autres chats à fouetter, c'est ce qu'ils disent. Mais... Peut-être que ce n'est pas encore le moment, mais ça viendra. Donc si on fait appel à vous, vous répondrez présent, c'est clair. Mais bien sûr. Très bien, ça au moins on le sait. C'est-à-dire que vous n'allez pas arrêter, comme vous me l'avez dit tout à l'heure. Donc vous continuerez. S'il y a un projet comme ça qui vous... Parce que je pense que
dans n'importe quel domaine, on fonctionne selon l'importance du projet. Parce que ma patrie, moi je vais vous dire une chose, si on m'appelle à Berlin et on me le dit, c'est arrivé à Berlin, on avait voulu que je fasse un jardin et tout. J'ai dit je peux pas. Ils ont essayé, et après j'ai menti. J'ai dit que ma femme a dit si je retravaille, elle va divorcer. Bah, d'accord. Ils m'ont laissé tranquille. Très bien, donc vous aimeriez le faire ici en Algérie. En Algérie, disons, c'est la patrie. Particulier. C'est la patrie, donc vous n'avez pas beaucoup de possibilités de dire non. Vous ne pouvez pas dire non, exactement. C'est le cœur qui l'emporte, toujours. Voilà, c'est le cœur. Sur la raison. Et c'est le sentiment. Très bien. Alors, bien sûr, on ne peut pas revenir sur toutes vos œuvres, tous vos chefs-d'œuvre, tout ce que vous avez fait. Mais on va parler déjà le fait que vous soyez là. Donc, en ce moment, demain, il y aura une journée très importante, n'est-ce pas? Enfin, les journées vont se suivre, puisque vous allez partir à Sétif, on va en parler. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer exactement? On est en train de faire un choix de jeunes architectes qui ont participé à la Charrette d'Or. Exactement. C'est la deuxième fois. La Charrette d'Or. La Charrette d'Or de M. Akli Amrouche. Tout à fait. Chaque année, ils se rencontrent au sein de la Batimathèque. Oui. Et ils travaillent sur un projet. Et maintenant, aujourd'hui, ces derniers jours, ils ont travaillé sur Annaba, sur le port de Annaba, sur la baie de Annaba. Et ils ont fait un travail formidable. Et vous êtes membre du jury? Je suis membre du jury avec Halim Faidi, avec... la liste est longue. Enfin, de grands architectes. Voilà, Marlounès, etc. Et on a choisi maintenant 3, 2 femmes et un homme. Hein. C'est bien, la femme est présente. Vous n'allez pas le croire, mais dans toutes les universités, même à Batna, la majorité des personnes, c'est des femmes. C'est des femmes. Waouh. Le monde vous appartiendra. Oui. C'est vrai. Et donc, je vous le dirai dans 20 ans. Donc, eux, si vous voulez, les jeunes, ils sont en train de retravailler, ils sont en charrette. Et ils vont terminer cela le 6. Et le 6, on va délibérer. On va délibérer qui est le premier, qui est le second, qui est le troisième. D'accord. Après le 6, il y aura aussi un autre événement. Signature d'un livre, c'est ça? Oui, je vais présenter le film Les Jardins, les Arabesques de Kamel Ouafi, qui a été fait par un Allemand. Il a été synchronisé en français. Il date de combien? De 6 mois. De 6 mois. Et c'est tout récent. C'est tout récent. Et on va le présenter à la Galerie des Arts. Au Garden City. Garden City, oui, centre commercial. Oui, c'est un lieu que j'aime beaucoup. Et après, on ira à Sétif donner une conférence. D'accord. Et Ammar et moi. Ça, c'est très important. Alors, la conférence donc, de Sétif, je l'ai noté, ce sera le 12 mai. L'université. Voilà, exactement. Donc, c'est à l'Institut d'architecture et des sciences de l'université Farhat Abbas de Sétif. Voilà. Ça va se dérouler à 9h30, donc le matin, avec les étudiants. Les étudiants, les professeurs. Qu'est-ce que vous allez leur raconter à ces étudiants? Vous allez leur montrer ce genre de photos qu'on est en train de voir, par exemple? Pas tellement comme ça, mais parce qu'ils veulent parler avec moi, si vous voulez, de projets qui existaient déjà. Quand vous avez un projet, disons, où la partie, il y a des arbres, il y a un peu de partout, mais que vous recomposez cela, comment est-ce qu'on le fait? Et moi, j'ai eu 3-4 projets où c'était vraiment très grand, où j'avais gagné les concours, et j'ai recomposé ces projets. C'est des projets, si vous voulez, qui sont de la même grandeur que Versailles, qui sont comme à côté de Versailles. Et je vais leur parler de cela, je vais leur parler de cette expérience. Je leur parle de Biskra, parce qu'à Biskra aussi, on est arrivé et il y avait plein de palmiers. Il était très important de ne pas toucher un palmier. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, on ne rase rien. Moi, dans mon travail, je n'ai jamais rasé quelque chose. J'ai toujours complété, j'ai toujours amélioré. Ajouté. Et ça, c'est très important. Mais pas enlevé, vous êtes contre? Vous savez, je pense que tous les paysagistes doivent être contre, s'ils sont vraiment paysagistes. Il y en a qui refusent, hein. Il y en a qui le font quand même. Bien sûr. Voilà. Donc finalement, paysagiste, c'est comme le cordonnier mal chaussé, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Plus que ça. Plus que ça. Parce qu'on est dans paysagiste, on est entouré de plantes, de nature, et puis on vient, on arrache pour replanter ou redécorer. Généralement, c'est les maîtres d'ouvrage qui veulent faire ça. Mais heureusement, la mentalité est en train de changer. D'accord. Chaque investisseur, quand il vient et quand il voit, si vous voulez, un arbre, il essaye tout de suite de le garder. D'accord. Pourquoi? Parce que ça joue un très grand rôle. Vous n'allez pas du tout revivre cet arbre de cette grandeur si vous le plantez très petit. Très bien. Et ça, c'est devenu une mentalité acceptable chez les investisseurs, chez les gens de l'argent, qui ont de l'argent. Et donc, les paysagistes, si vous voulez, comme ils ont cette pression à travers l'État, à travers l'administration, à travers les investisseurs, mais cela, ça les aide beaucoup à conserver, si vous voulez, ce qu'il y a. D'accord. Aujourd'hui, quel est le plus
grand projet dont vous êtes fier? Vous en avez fait tellement, c'est comme choisir un enfant parmi tous ces enfants, c'est très difficile, mais j'imagine qu'il y en a peut-être un ou deux dont vous êtes le plus fier. Vous savez, je dis toujours tous, mais je ne vous cache pas que le jardin islamique oriental de Berlin, qui est petit, oui. c'est ma grande fierté. Pourquoi? Parce que c'est une philosophie de ce jardin. C'est, si vous voulez, la culture arabe qui est venue, qui a embrasé l'Afrique du Nord, la culture islamique, qui s'est installée après à Al-Hamra, et qui m'a inspiré pour mon jardin de Al-Hamra pour aller s'installer à Berlin, dans la capitale prussienne. Ouais. Et ça, c'est un geste philosophique. C'est un geste culturel très important. Très, très important. J'en étais pas du tout conscient. Ouais. Et c'est maintenant en écrivant le livre qu'on a commencé à rédiger cela. Très bien. Et le livre dont vous parlez, c'est celui qui va bientôt paraître en été, et on viendra présenter, Inch'Allah. Il en est où, le livre? Il est terminé. On est juste dans la traduction arabe. D'accord. Voilà, donc je pense qu'il va paraître en plusieurs langues, c'est ça? Dans le livre, vous avez le livre, il est écrit en français, en arabe, en allemand, traduit en arabe, traduit en anglais et traduit en espagnol. D'accord. Et vous savez pourquoi en espagnol? Pourquoi? Bah oui, j'imagine. Parce que mon exposition, L'Orient rencontre l'Occident, oui. va être, c'est une exposition itinérante. Oui. Elle va aller à Paris, elle va aller à Doha. Universelle. Oui, elle était à Batna, elle était à Alger, elle était à Oran, elle était en Tunisie, en Allemagne. Elle va voyager. Voilà. Et elle terminera son voyage à Al-Hamra. Oui. Bon. Très bien. Donc, c'est pour ça que c'est clair. Tout est en rapport, en fait. Vous ne faites pas les choses par hasard. Oui. Tout est en rapport. Non, mais c'est une chance. Je ne m'attendais pas qu'ils allaient apprendre mon exposition et la mettre là-bas. Oui, mais vous savez très bien, vous connaissez vos compétences. Ne me dites pas que c'est bon, je suis modeste. Vous savez ce que vous avez fait, ce que vous avez apporté, tout le travail que vous avez fait pendant toutes ces années. Oui, et ce livre-là, si vous voulez, pourquoi est-ce que j'aime ce livre? Parce que on ne parle pas beaucoup ici de Al-Meshwar, on ne parle pas beaucoup de Tlemcen. Oui. De cette culture des arabesques, de cette culture du Zulli. Si, on en parle. Enfin, on en parle. Ça dépend comment vous voyez les choses. On n'en parle pas. Nous, on en parle en tout cas, avec beaucoup de reportages. Mais si vous voulez, dans le monde de l'architecture, de la traduction, on essaye toujours de dire « Ah, c'est un jardin de Maroc ». Non. Du tout. Mais bon, moi, je les comprends quand ils veulent le dire. Du tout. Dans ce livre-là, j'ai démontré que Al-Meshwar, c'était en 1400. Oui. Il y a du Zulli, si vous voulez, dans le musée de l'art islamique qui date de 1400. Mais j'ai montré aussi, si vous voulez, le Maroc, j'ai montré la Tunisie, j'ai montré Aleppo, j'ai montré aussi Isfahan. Tout à fait. Tous inspirés. Vous êtes partis, bah oui, il faut le démontrer, exactement. Mais dans ce livre-là, si vous voulez, j'ai raconté énormément de belles histoires et de mauvaises histoires. Très bien, très bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de parler de tout ce qui nous concerne, nous, en tant qu'Algériens, parce qu'on essaie tellement de nous voler des choses, de s'attribuer des choses qui sont bel et bien algériennes et 100% algériennes. Donc, on a besoin, justement, de professionnels qui viennent appuyer ça par des textes, par des recherches, par des histoires, comme vous étiez en train de le dire. Donc, je rappelle que le 12, vous partez le 11. Le 11, oui. Donc, à Sétif. Oui. C'est pas très loin de Batna. Donc, oui, mais je vais partir à Batna le week-end. D'accord, vous le passerez là-bas, très bien. Oui. Et donc, vos prochains projets, c'est quoi? C'est des conférences. Mis à part le livre, il y aura des conférences un petit peu partout. Non, c'est des conférences à Hanovre, parce qu'on fête à Hanovre le jubiléum de 25 ans de l'exposition universelle. Et vous serez le seul Algérien? Je serai surtout le seul paysagiste, parce que c'est moi qui ai fait pratiquement tous les jardins, tous les espaces, et ils souhaitent énormément que je fasse plusieurs conférences et des excursions. Donc quand on fait appel à vous pour des conférences, vous répondrez toujours présent? Généralement, oui, mais quand on me dit qu'il faut venir à Vancouver, je dis 14 heures d'avion pour 1 heure de conférence. Et beaucoup de froid, non merci. Ouais, merci. Parce que le froid là-bas, la verdure, elle ne tient pas trop. Hein. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur El Wafi, parce que je sais que vous avez un programme très, très chargé. Je vous avais promis de ne pas trop vous retenir. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à ceux qui voudraient se lancer et être comme vous, paysagistes, ceux qui n'ont pas, qui se disent oui, mais paysagiste, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va... Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour les booster à le faire? Parce que c'est un métier tellement beau.
C'est pas simplement un métier tellement beau, vous avez raison, mais c'est un métier riche et diversifié. Parce que quand vous construisez une maison, je m'excuse pour mes amis architectes, pour mes parents architectes, elle restera la même durant toute la vie, jusqu'à ce qu'on la détruise. Oui, c'est vrai. Bah oui. Et quand vous construisez un jardin, il change 4 fois l'an. Selon la saison. Selon la saison. Il grandit. Et si vous voulez, ce printemps sera autre que le prochain printemps, que le prochain printemps. Bah oui, tout dépendra. Et donc, ce qui fait, vous allez construire des espaces vivants. Et je les encourage. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que cette spécialité existe en Algérie? En Algérie? Généralement, non. Oui. Généralement, non, mais on essaye, si vous voulez, de constituer des cours, si vous voulez, des cours. Qui s'en rapprochent, en tout cas. Qui rapprochent les jeunes. Vous aimeriez que cette spécialité puisse exister un jour? Oui. Oui. Peut-être venir enseigner ici J'ai encouragé quelques universités à créer, si vous voulez, une filière. De paysagistes. De paysagistes, oui. Paysagistes. Comment on dit paysagiste? Paysagisme? Paysagiste. Paysagiste, très bien. Jnaini. Non, je parle de la spécialité. Oui, paysagiste. Oui. D'accord, très bien, au moins c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Monsieur Kamel Louafi Qu'on puisse faire cette exposition des pyramides ici en Algérie, au sein du ministère de la Culture, du Palais de la Culture, avec Akli Ammar Lounès. Nous avons conçu un projet, moi avec des Allemands, pour construire une pyramide avec des cordes, si vous voulez. Au Palais de la Culture? Non, nous avons fait ça à 180 mètres par 180 mètres par 100 mètres de hauteur, comme si vous voulez, la pyramide originale, et ça sera vide à l'intérieur, et à l'intérieur, il y aura des discussions et des débats sur la restructuration et le report des objets volés par la colonisation dans tous les pays du monde. Waouh! Et nous avons parlé avec Monsieur le ministre de la Culture, nous lui avons raconté qu'on voudrait bien faire une exposition d'abord, montrer des dessins. Oui, parce que vous dessinez beaucoup, hein. On a vu, il y a des dessins d'abord, il y a des croquis, vous expliquez bien vos projets, ensuite vous les présentez, n'est-ce pas? Et je fais ça avec des dessins de Akli Amrouche, de Ammar Lounès. On voudrait faire juste une petite exposition cet été pour que les gens puissent comprendre ce projet. C'est un projet qui peut ramener beaucoup aux pays qui ont été colonisés. Très bien. Parce que la plupart des objets, ils sont toujours là-bas. Moi, je vais vous dire une chose. Les objets volés. Je vous dis une chose. J'ai été à Aleppo. Et quand j'ai fait le jardin de Berlin, je suis allé au musée islamique. Je vais au musée islamique et le directeur me fait une excursion. Et il me montre des constructions en bois qui ont été pillées. D'accord. Et à partir de ce moment-là, ça m'a aussi travaillé. Vous avez décidé de construire cette pyramide, n'est-ce pas? J'espère qu'elle verra le jour très prochainement. En tout cas, c'est en bonne voie. Hein. Inch'Allah. C'est le voyage de la pyramide un peu partout dans le monde. Hein. Très bien. Ben, c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, d'ici l'été, vous nous tiendrez informés, puisque j'imagine que vous allez revenir. Vous êtes venu pour ça aussi. Il y a des discussions aussi avec le ministère de la Culture, ça je le sais, et qui sont en bonne voie. Et j'espère que voilà, ça va se réaliser, qu'on pourra voir cette pyramide. Inch'Allah, et comme je suis toujours votre voisin, donc il n'y aura pas du tout de problème. Voilà, vous viendrez, n'est-ce pas? Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Kamel Louafi, d'avoir honoré voilà, le plateau de Souriez, vous êtes sur Canal. Merci pour les recherches que vous faites, merci pour la vérité que vous dénoncez surtout. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Encore beaucoup de réussite, encore un long parcours, hein, parce qu'il y a encore des années, hein, vous attendent encore une fois. Et puis je le rappelle, vous serez donc le 12 mai à l'université Farhat Abbas de Sétif pour donc animer une conférence avec les professeurs, les étudiants qui seront là. Et le 10 mai ici au Garden City. Très bien. Et puis demain, et puis la délibération aussi du jury pour... Demain, ça va être aussi public à la Batimathèque. Très bien. À partir de 11h30. Donc allez-y pour tous les étudiants, tous les passionnés d'architecture et surtout les futurs paysagistes. Pourquoi? Ça réjouira M. Akli Amrouche. Très bien, qu'on salue. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu et à très bientôt. Vous partez quand en Allemagne? Inch'Allah. Je pense le 14, le 15, le 16, tout dépend un peu de ce qui va se passer. Vous savez, quand on est un peu retraité comme
comme moi, on n'est pas obligé d'acheter le titre. Mais on peut être retraité de son métier de paysagiste, je pense pas, non? Oui, je suis retraité, ça veut dire que je ne gagne pas de l'argent. Ah oui, mais vous pouvez avoir des projets. Oui, ça veut dire que je n'ai pas d'employé. Quand je dis cela, ça veut dire que je n'ai pas du tout, si vous voulez, comment on dit ça, d'obligation d'être là ou d'être là ou d'être. D'accord, mais sinon, si vous avez des projets, vous pouvez les accepter comme vous pouvez les refuser. Oui. Et je pense que quand on est paysagiste et qu'on a fait autant de jardins, c'est difficile pour nous d'arrêter, non? Non. Vous avez réussi à arrêter? Ma femme avait dit à des amis qu'elle est obligée de trouver un psychologue qui doit m'encadrer. Et finalement? Elle était surprise. De votre. Oui, on a toujours peur, surtout quand c'est un passionné qui est tout le temps dans son univers. C'est dur de voir la suite, comment il va réagir. Et finalement, non. Elle était surprise parce que cette psychologue, c'est une amie commune de nous. Oui. Et elle a raconté ça un soir autour de la table. D'accord. Andrea, c'est toi que je suis en train d'encadrer, c'est pas ça. C'est pas lui, lui il est très bien. Ben voilà. Et ben en tout cas, merci beaucoup pour votre joie, votre bonne humeur et pour votre humour surtout, parce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et on se donne rendez-vous bientôt alors. Dès qu'il y aura une bonne nouvelle au ministère de la Culture par rapport à la pyramide, vous viendrez nous l'annoncer. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup et bon retour. Merci. Et à très bientôt. Comme on dit jamais 103, je vous ai reçu il y a quelques années. Là, c'est la deuxième, donc il y aura forcément la troisième. Inch'Allah, une quatrième aussi, une cinquième. Marhaba bik. Merci beaucoup, Monsieur Louafi. Et à très très bientôt. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir eu aujourd'hui. Allez, une pause musicale et on se retrouve juste après avec notre deuxième plateau qui sera 100% féminin. خلوي مع راسي طليت من البالكون وتريب ساسي وشفت حمامة مدبلت الريام الخنا على الخد ونديري خارجة من المنام حبات نجري وما بقى لي بال ورميت الكلاكات وخرجت بالعشاء حبت للحومة واختي مس الخير شفتك من الفوقية وحبيت نطير انا مسخر خلوي خاطيها المساسك عطيني النميرو دبري راسك قالت لي قالت لي قالت لي قلت لها محيني انا سبنيول في الحومه وداير حاله ماريا ماريا وش جابك للحومه يا القوريه ماريا ماريا واذا تحبينا طبت فيا ماريا ماريا وش جابك للحومه يا القوريه ماريا ماريا واذا تحبينا طبت فيا ليلى ليلى يا وتحبينا وبديت الفيسبوكي بالامازون وسكايب تما ناتريني وجدتك ورطي ودفعت الفيزا غير ادعي لي يا يما لا عزيزه عشيت طوندي ونستنى في اليامات حبيبي الكونسول عطينا شي اخبارات وجات البريه وانا داير لاسياس تجري يا يما الفيزا جات ليلى ليلى يا ماريا ماريا وش جابك للحومه يا القوريه ماريا ماريا واذا تحبينا refusé mariage annulé ماريا déconnecté وانا نبكي في الليل على صهري طلت لمي ما وش بيك وليداني ما ولاك ديما يعيك انا نوري لك لي تصلح بيك يا مريومه مريومه يا العذراء يا بنت الحومه مريومه يا مريومه يا العذراء يا بنت الحومه مريومه يا مريومه يا العذراء يا بنت الحومه مريومه يا مريومه يا العذراء يا بنت الحومه
pour ce clip, pour ce titre et pour cet artiste que j'encourage énormément. Il a beaucoup de talent et j'espère qu'on le recevra bientôt avec d'autres titres puisqu'il nous l'a promis. Allez, tout de suite, on va parler de main verte, on va parler de plantes, on va parler de femmes algériennes, de patrimoine, d'un événement qui va se passer ce jeudi qu'il ne faudra pas manquer, mais alors là, sous aucun prétexte, au musée du Bardo puisqu'il est en rapport direct avec le mois du patrimoine. Vous le savez, c'est jusqu'au 18 de ce mois. Et je suis tellement contente de la recevoir. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue ni reçue. Il s'agit de Fatma Zahra Bouaouni. Comment ça va, Fatima? Je suis tellement contente de vous retrouver. Oui, à peu près. Le temps passe tellement vite. Tellement vite. On ne se rend même pas compte. Marhaba bik. Merci d'être là en tout cas. Merci d'être toujours présente avec nous et pour nous. C'est la moindre des choses. Et quand je dis artiste, c'est vraiment une véritable artiste. On va la découvrir dans quelques instants. Pour ceux qui ne la connaissent pas, pour ceux qui la connaissent, elle est belle, de quoi elle est capable. Et juste à côté de vous, Fatima, bien sûr, Maryam Mansouri, qu'on a toujours plaisir à recevoir. Elle vient de temps en temps nous parler de plantes. Et j'adore votre robe, par contre. Merci bien. Elle est très jolie, entre le moderne et le traditionnel. Vraiment belle. Et donc, les quelques plantes que vous nous avez apportées aujourd'hui sont toutes en rapport avec l'eau, n'est-ce pas? Et on va y revenir dans quelques... Il y a même des poissons, tiens. Oui. Ah, vous avez ramené même des poissons et les plantes. Franchement, c'est magnifique. Voilà, on est en train de voir les poissons. Ah, ça fait plaisir de voir des poissons dans l'émission. Waouh, c'est magnifique. Alors, je vais commencer avec Fatma Zahra Bouaouni, puisque actualité oblige, un événement. Tout à l'heure, je voulais dire expo, mais finalement, non, ce n'est pas une exposition, ce n'est pas un concert de musique, c'est en fait plusieurs choses à la fois et c'est un spectacle en fait. C'est un événement qui va avoir lieu donc jeudi au musée du Bardo qui s'appelle le Harayr. Effectivement, le Harayr est un hommage pour toutes les femmes algériennes, notamment les femmes de l'ombre, et en particulier les femmes artistes. Le collectif Thaqafa, il faut dire que nous sommes un groupe de personnes passionnés, artistes, passionnés par l'art et par la femme, et aussi, à chaque fois, on veut démontrer le rôle que la femme et les femmes ont joué et jouent encore pour la préservation, la transmission, la sauvegarde de notre riche patrimoine culturel. Alors, un événement, le Harayr, encore une fois, le Mara al-Jazairiya al-Hurra, d'ailleurs, c'est un terme, et on qualifie toujours la femme algérienne dans tous les domaines confondus par le Hurra. Alors, un événement qui est composé de plusieurs volets, un volet musical, un volet artistique, une exposition. Alors, une exposition de mes œuvres à moi, aussi une exposition de bijoux, parce qu'il faut savoir aussi que le bijou algérien a toujours raconté et transmis encore une histoire de toutes ces femmes-là. Très bien, alors juste on voit l'affiche, elle est belle, hein, elle est très énigmatique, mais elle est très très belle, la Harayr, voilà, qui a dessiné l'affiche? En fait, moi et Adel Bouiderdouran, que je remercie encore une fois parce que c'était un vrai. Je lui disais non, Adel, il est infographe, il est réalisateur. À chaque fois, je lui disais non, Adel, il faut mettre ça, il faut. Parce que même la couleur raconte aussi une histoire. Il y a tout a été choisi pour raconter une histoire. Alors, on a la femme artiste musicienne qui, à travers le temps, à travers Jiddatna, nos grand-mères, nos tantes, nos arrière-grand-mères, qui ont toujours su comment raconter leur histoire à travers les chansonnettes, à travers le chant. Et on a aussi l'habit, le kaftan qui sera aussi une pièce maîtresse lors de cette exposition. Et pas n'importe quel. Pas n'importe quel kaftan, le kaftan al-Qadi, alors qui est, si vous voulez, une fusion entre l'habit et aussi pour raconter encore une fois que nous, les femmes, on écrit l'histoire à travers ce que la femme réalise et à travers son savoir-faire, la broderie, le fetla et aussi la peinture qui est déjà réalisée sur ce kaftan-là pour dire encore une fois que grâce aux femmes, on a pu conserver notre riche patrimoine et héritage culturel algérien. Et je pense que le meilleur ambassadrice de n'importe quel peuple, c'est bien, c'est son patrimoine culturel. Exactement. Surtout en ce moment, on est en plein mois du patrimoine, il faut en parler. Et surtout, depuis le temps qu'on essaye de nous voler notre patrimoine, de se l'approprier, voilà, de dire que c'est pas algérien, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, c'est algérien. Justement, Lily, on tient à chaque fois de dire que nous, Algériens, artistes algériens, c'est à nous de démontrer ça. C'est votre rôle, exactement. Ben oui, c'est le rôle des artistes. Il faut que les artistes essayent de... Je le dis à chaque fois que mes toiles, mes œuvres sont
représente mon héritage culturel, mon appartenance. Et ben c'est ça le rôle d'un artiste. Il faut vraiment le démontrer. Et aussi via la partie musicale, ce volet-là, la prestation musicale qui sera réalisée par toujours. Là, oui. Là, ça c'est vous, hein? Ça c'est vous. Oui, c'est une œuvre. À chaque fois, je reçois des commandes. Est-ce qu'on peut avoir... Elle est très belle. Parce qu'on ne sait plus si c'est la casse-balle et qu'on des mille et une nuits. Eh ben oui, moi c'est très poétique. Effectivement, le Hadjayat, moi j'ai grandi dans un environnement où ma mère, Khalati, à chaque fois me racontait nos faïtas, ces contes de fées algériennes. Et à chaque fois, j'essaye de les dessiner et de les peindre sur mes toiles. D'ailleurs, il y a une partie musicale qui sera aussi assurée par Salima Ben Chegron. Salima Ben Chegron, ça sera la découverte de la Arosa. Et là, c'est à Blida. En fait, comme je suis, ma mère est de Blida et mon père est de Betna et je suis... Betna, encore une fois, comme le monsieur qui était avant vous, Louafi, il est aussi de Betna. Je suis de Betna Mrouana. Je suis une descendante de Fatma Tazourat, la grande Fatma Tazourat. Et là, c'est un mariage à Blida. J'ai grandi à Sidi Kbir, là où il y a le saint patron de Blida. Oui. Et Farid Khoudia, on parle souvent dans ces textes. Là où mon enfance, une grande partie de mon enfance, et je me rappelais très bien de ces femmes qui venaient avec leur belle tenue, avec le haïk, avec... Elles sont belles en tout cas. Elles sont belles. Non, je parle de vos dessins aussi. Ah, merci. Ils sont beaux, vos toiles sont très très belles. Franchement, elles nous frappent en plein cœur, les couleurs, les formes. Comment? C'est ça, le mélange de couleurs. Parce que c'est ça, c'est pas tout le monde finalement qui sait mélanger les couleurs, mais vous avez une touche très particulière, Fatma Zahra. Merci Lilia, ça me va droit au cœur. Et j'espère, oui, le haïk déjà, le haïk est un symbole de la révolution algérienne, de la participation de la femme lors de la révolution algérienne. Et le haïk sera vraiment présent dans la pièce maîtresse qui sera exposée ce jour-là. Il y a aussi une veste de Karakou d'une femme, une femme de l'ambre. À chaque fois, moi, je veux toujours mettre en avant ces femmes-là, les femmes de l'ambre, qui ont joué, encore une fois, un rôle très important dans la préservation et la transmission. Et cette femme-là, qui a vécu au début du 19e siècle, pardon, et elle a voyagé aux États-Unis pour participer à un concours de l'habit traditionnel. Et à l'époque, elle a gagné le premier prix. L'histoire de cette femme était méconnue, mais là, on veut vraiment... faire connaître cette histoire, donc on est fiers, bien sûr. Et comment notre habit et comment notre musique a voyage toujours. D'ailleurs, avec Salima Ben Chegron, qui est artiste, qui est musicienne, qui a une très très belle voix, et elle va chanter, ça sera une rihla, un voyage à travers les chansons algériennes qui ont été chantées par des femmes ou chantées pour des femmes. Pour des femmes. Et ça sera un voyage à travers l'Algérie. Il y aura ça touchera plusieurs régions d'Algérie. Il y aura les bijoux aussi des bijoux créés uniquement pour cet événement et aussi pour démontrer cette relation entre l'Algérien et sa patrie. Waouh, magnifique. Et comment un bijou peut raconter l'histoire d'une... Et la même chose pour l'habit, pour les œuvres. Alors ça sera le Harayr dans un événement où ça va se dérouler au niveau du musée du Bardo. Je remercie aussi l'équipe du Bardo qui ont été présentes. C'est un collectif Thaqafa composé de plusieurs personnes, Tamara qui est aussi une marque de vêtements algérienne qui à chaque fois... démontre en fait c'est toutes ces femmes-là qui ont existé. Elles n'ont pas de traits, mais elles ont su comment préserver et sauvegarder notre... Eh bien, dis donc, vous parlez, et vous parlez très très bien. Elle a tout résumé. J'ai même pas eu le temps de lui poser une question. Tellement, elle a tout dit de ce qui va se passer. Je peux parler des heures et des heures. Je vous connais, Fatma Zahra, parce que c'est une passionnée, Fatma Zahra Bouaouni. Je la connais depuis des années. Tout ce qu'elle fait, elle le fait avec passion. Tout ce dont elle en parle avec passion. Et franchement, bravo parce que vous avez pensé à organiser tout un événement qui rassemble plusieurs choses à la fois, mais qui sont toutes en rapport avec le patrimoine. Donc on verra vos expositions, on écoutera de la musique, on verra des pièces rares, des pièces uniques, des chefs-d'œuvre exposés, des bijoux aussi. Bravo. Et ça va commencer à quelle heure jeudi? À 17h. 17h. À partir de 17h. Donc les pièces seront exposées juste le premier jour ou pendant toute... Non, en fait, les pièces seront exposées pendant un mois au niveau du... Ah, d'accord. Juste la partie musicale, bien sûr, là,
D'accord. Donc, il faudra vraiment y aller et ne pas rater ça, n'est-ce pas? Ben oui, je vous invite à venir et à découvrir notre... Voilà, le Harayr. On rappelle le Harayr, donc l'événement à ne manquer sous aucun prétexte ce jeudi. Ce jeudi, donc, à 17h, 17h30, mais il faut aller un peu plus tôt, 16h30, déjà pour profiter du musée du Bardo. Ben oui, il y a une partie aussi là où on va, encore une fois, parce qu'il faut qu'il y ait cette partie culinaire. Ouais. Très bien. Et on regarde encore une fois. Alors vous allez écouter de la bonne musique, déguster des bons plats traditionnels. Voilà, très bien. Vous n'allez pas regretter en tout cas ce jeudi. Allez-y au musée du Bardo. Merci Fatma Zahra d'avoir aussi bien fait la promotion de votre événement. Franchement, bravo. Bravo. Parce que des fois j'ai du mal avec des invités. J'essaie de les faire parler pour faire la bonne promotion de leur événement. Parce que c'est vous, Lilia. Non, c'est vous. Nous sommes tellement à l'aise avec vous. Eh ben, alhamdoulilah. Tant mieux. Alors, je passe à Myriam. Myriam, elle aussi, hein, c'est une amoureuse des plantes. Franchement, waouh, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Comme quoi, même quand on n'a pas la main verte, il suffit d'avoir de l'eau à la maison et le tour est joué. Moi, j'ai pensé, Lilia, d'abord, je vous remercie toujours pour avec plaisir. Avec plaisir. Aujourd'hui, j'ai pensé aux personnes qui rêvent d'avoir un petit coin de verdure à l'intérieur de leur maison. Oui. Beaucoup craignent toujours quand, par exemple, ils veulent avoir des plantes. J'ai pas la main verte. La main verte. Alors qu'entre parenthèses, ça n'existe pas main verte ou. Il a la flemme, c'est tout. Voilà. Moi, pour moi, ils ont la flemme. Donc là, aujourd'hui, j'ai ramené les plantes qui poussent dans l'eau sans cassement de tête. On n'a pas besoin de terre. C'est des plantes faciles qu'on peut mettre dans un bocal transparent, on peut cultiver ces plantes-là facilement dans l'eau. D'accord. Donc j'ai ramené mais pas toutes les plantes. Pas toutes les plantes. Bah, il faut connaître. Oui, il faut donc il faut venir vous voir. Et c'est vous qui allez les conseiller. Voilà. Je peux pas, par exemple, prendre un cactus et le mettre en hydroponie. Oh là là. Ça va le tuer. Voilà, ça ne va pas réussir. Donc il y a certaines plantes qu'on peut facilement cultiver en hydroponie. Donc là, par exemple, vous avez un cocktail de pothos. Ça, c'est une variété de pothos. Vous avez le pothos enjoy, vous avez le pothos, la plante populaire. Donc là, je mets dans un bocal, de préférence que ce soit transparent, pour que je puisse voir l'évolution des racines. Ah oui, même pour l'œil, c'est mieux, c'est plus joli, plus reposant. Personnellement, moi, j'aime bien voir l'évolution des radis. Par exemple, quand vous prenez le bocal juste à côté, là, et vous voyez, parce qu'on voit... des radis. Qu'est-ce que vous avez dit? Des radis? Non. Ah, les racines, je pensais que vous avez dit c'est des radis, d'accord, des racines. Voilà. Donc, je peux surveiller déjà l'évolution et l'état des racines. D'accord. Voilà. Et je peux même aussi surveiller le niveau d'eau, parce que là, il faut surveiller pendant une période, il faut à chaque fois rajouter un peu d'eau. Très bien. Donc, là, pourquoi il faut rajouter de l'eau? Parce que la plante, elle va s'alimenter, elle va absorber tout elle s'alimente de l'eau. Elle s'alimente de l'eau, voilà. D'accord. Donc là, dès qu'il faut en rajouter, par exemple, vous avez le bocal, là où il y a le poisson. Il y a le poisson, Soleiman, je l'ai appelé. Ah bon? Vous donnez des prénoms à vos poissons, c'est bien. Donc là, vous avez la meilleure plante qui peut facilement prendre en hydroponie, c'est la monstera. Ce que vous avez c'est la monstera. D'accord. C'est une plante facilement on peut l'avoir en terre aussi. Ah, les deux. Les deux, voilà. Mais là, en hydroponie, elle peut tenir facilement. Donc là, vous avez la monstera. Vous avez sur ah oui, là-bas. Sur l'étagère, là, la petite table. Vous avez c'est l'anthorium, c'est une plante qui fleurit, une très belle plante qui fleurit. Donc là, vous pouvez voir, là, j'ai mis des petites pierres. C'est des petites pierres, oui, qu'on a voir. C'est pourquoi les pierres? Pour la caler, la plante? Un petit peu pour caler les racines de la plante. Voilà. Donc, vous avez l'anthorium aussi, qui est une plante très facile qui peut... elle peut tenir combien de temps? Ces plantes peuvent tenir combien de temps? On peut les garder longtemps.
la même question. Voilà, on peut les garder longtemps. Ah, longtemps, c'est-à-dire longtemps une année Plus, Ah bon? Ça va. Qui ont plus d'une année en hydroponie. D'accord. Mais toujours est-il, il faut changer l'eau. Il faut changer, mais pas tous les jours. Bon, une fois par mois, il faut changer l'eau. Ah, une fois par mois quand même. Par mois, il faut changer l'eau. Et bon, là, il y a une astuce aussi. Il faut toujours, par exemple, dans le bocal, il faut mettre un bout de charbon. Pas un morceau de sucre. En général, on dit du sucre. Du sucre. Moi, je mets un bout de charbon, donc ça purifie l'eau, ça aide l'eau pour garder l'eau propre, voilà. Donc, vous avez la monstera, vous avez le lentorium, c'est une plante qui fleurit. Vous avez, par exemple, ce qui est juste devant le petit lampadaire, la locatia. Oui, celle-là. Celle qui est par terre, voilà. Ah, celle qui est par terre, celle-là, à côté de moi. Voilà, elle évolue aussi très bien dans ce qu'on appelle les oreilles d'éléphant. Ah oui, elle a de grandes oreilles. Elle est belle, hein? Voilà, elle évolue dans l'eau aussi. Vous avez le syngonium à côté. Voilà, vous avez le syngonium dans l'eau aussi. Trop belles. Voilà. Elles sont toutes belles. Donc, comme quoi, on n'a aucune excuse pour ne pas avoir des plantes à la maison. Facilement, on peut avoir un petit coin de verdure chez soi, juste avec de l'eau. On n'a pas besoin de terre. Il n'y a pas le tracas de la terre ou les soucis à l'arrosage. D'accord. Mais est-ce qu'elles ont besoin de lumière? Ce sont des plantes d'intérieur? C'est des plantes d'intérieur. Ah, donc elles ont besoin de lumière. Il ne faut pas exposer au soleil. Oui. Il ne faut pas qu'il y ait l'exposition directe du soleil. Mais juste de la lumière. Mais il faut de la lumière. Toute plante a besoin de lumière. D'accord. Donc, vous conseillez de les mettre dans une pièce qui est bien ensoleillée? Où il y a de la lumière. Pas vraiment. Quand je dis lumière, pas besoin de soleil. Oui, il ne faut pas qu'elle soit à côté de la fenêtre. Voilà, il faut qu'il y ait de la lumière. Il faut que. Donc à la cuisine, au salon, encore mieux. Il y a certaines plantes, par exemple, tout comme le pothos ou alors le syngonium, elles évoluent beaucoup mieux dans une salle de bain ou alors dans une cuisine. Pourquoi? Parce qu'ils aiment bien l'humidité. L'humidité. Mais c'est pas éclairé. Il n'y a pas de lumière dans une salle de bain. Bon, en général. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas éclairé, mais voilà. Bon. Mais bon, s'il y a cette possibilité d'avoir une salle de bain. Et la lumière et la salle de bain, c'est encore mieux. Voilà, elle se développe beaucoup mieux. Voilà, c'est très bien. Qui évolue, en tout cas, Souleymane, il est content. Hein. Voilà. Il a l'air heureux. Vous avez Souleymane et vous avez le combattant aussi. Moi, ça m'a. Ah ouais, je l'avais pas vu celui-là. Voilà. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Voilà. Mais il est calme. Attendez. Et sa vie, ils sont en harmonie. La plante, elle se nourrit des excréments du poisson et le poisson aussi, il peut s'alimenter de ce que dégage. Ah, donc finalement, ils vont bien ensemble, quoi. En harmonie, voilà. Magnifique. Voilà. Ça, on savait pas. Moi, je savais pas qu'on pouvait mettre des plantes avec les poissons. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Ah, donc dorénavant, on va le faire. Voilà, c'est bon. Magnifique. En tout cas, franchement, merci, Mariam, de nous apporter. Bon, moi, je pense pour les gens qui m'accordent il n'y a pas d'excuse maintenant pour que les personnes ne s'y mettent pas dans pour la culture de plantes. Oui. Donc là, c'est une technique très facile. C'est vraiment, ça ne demande pas beaucoup d'entretien, ça ne demande pas beaucoup. C'est juste un bocal transparent, de l'eau qu'il faut changer une fois par mois. Bien sûr, il faut de temps en temps mettre des engrais liquides aussi, parce que la plante, elle a besoin d'engrais. Et vous l'exposez devant une fenêtre, il y a de la lumière, et vous avez votre petit coin de verdure. Bravo. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait du bien, ça remonte le moral. Oui, et quand on est entouré de plantes, déjà, on se sent bien. Positif. La prochaine fois, on vient vous rendre visite. Hein. Parce que c'est bon, là, vous êtes bien installé. Vous avez changé ou... Oui, c'est bon. Oui, donc, vous êtes bien installé. Très bien, voilà. Très bien. Alors, avec l'arrivée, bientôt, c'est la fin du printemps, il faut qu'on vienne maintenant chez vous pour que vous nous donniez des conseils pour l'été, comment prendre soin de ces plantes en été. Merci beaucoup, en tout cas, Mariam Mansouri. Je vous l'avais dit, elle a la main verte, elle nous fait tellement plaisir, elle nous fait tellement de bien. En plus, elle vous a donné des conseils précieux, comment avoir des plantes à la maison. N'est-ce pas? Je te remercie. Parce qu'au moins vous me donnez l'occasion de partager cette petite expérience que j'ai, parce que je suis ni spécialiste ni experte, mais c'est juste. Mais vous êtes devenue, avec le temps, vous êtes devenue une spécialiste. Que je veux partager. Aujourd'hui, j'ai reçu des passionnés. Franchement, depuis le début, que des passionnés. Je suis très contente. Merci beaucoup en tout cas. Vous revenez quand vous voulez. Dans quelques jours, vous reviendrez avec d'autres plantes. Inch'Allah, peut-être que la prochaine fois, j'en vais peut-être prendre le volet de plantes externes
extérieur pour ornementer les balcons. Tout ça. Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien parce que ça manque. Hein. Ah oui. Les gens ne mettent pas beaucoup de plantes maintenant dans leur balcon. Ça a disparu. C'est la saison, c'est la période, c'est l'occasion parce que ça ne demande absolument rien. Un peu de géranium, voire des balcons fleuris, ce serait vraiment... Très bien. Eh ben, ce sera le sujet de la prochaine fois. Inch'Allah. D'accord? Rendez-vous dans 15 jours? Inch'Allah, très bien. Ça vous va? Voilà, très bien. Allez, Akhlas. Dans 15 jours, on parle donc des balcons et des plantes. Merci Fatma Zahra. Bouaouni, on rappelle l'événement donc ce jeudi à 17h donc au musée du Bardo, le Harayer, tout un événement qu'il faudra manquer sous aucun prétexte entre exposition, musique, bijoux, costumes traditionnels qui datent de combien? 19e siècle. Exactement, de 200 ans. Il ne faudra vraiment pas manquer cet événement et vous serez bien sûr présente. Marhaba. Merci beaucoup, merci. Et merci beaucoup Marie Mansouri. Merci à vous. Rendez-vous dans 15 jours. Inch'Allah. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission avec les chroniques du lundi. Alors, il y aura Hassan Chmesh pour votre santé et puis bien sûr l'œil du psy avec l'Edmiya Mbarak. À tout de suite. سخونة حرق فوق خدي خلتي مرار فكرت وجرات دمعتي زادتني تنكيد سخونة حرق فوق خدي خلاتي مرار وزمن العيد نتفكر رمضان في بلادي الحباب زهرة يا حسرة عليا وين انا رتميت بعيد لا من يرحمني يزورني ويجيب البشارة كيفاش كنت فيها نمشي والنجوم هي بيضاء كلها حمامة يا محلاها وانا مع الحباب فينا وخلي الليل يطول كيفاش هاد القلب يصبر عليها وينساها تقع تنشد وتقول موسيقى وشعر زيدني عمل الوطر معاها سهل يا ربي علي بقى بحالي بالو مشغول في الغربة وحزان اللي عتو من راية مقواها وحشت البهجة ملكة وشي نعمل Voilà, on est de retour sur le plateau avec la dernière partie de l'émission. D'habitude, on les retrouve au début. Aujourd'hui, on les retrouve à la fin. C'est comme ça, hein. Il y a des jours comme ci, il y a des jours comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont là tous les deux. Et c'est Hassan Chmesh pour la chronique Votre Santé et l'Edmiya Mbarak dans l'œil du psy. Bonjour à vous. Ça fait un moment que vous n'étiez pas passés ensemble. Oui, c'est vrai. Oui. Il vous a laissé tomber parce qu'il a des invités aujourd'hui. Ça va? Ça va. Ça va, Hassan, ça va? Et vous? Oui, ça va. Ouais. Aujourd'hui, c'est très speed. Donc, je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser parler. Qui veut commencer? C'est vous qui décidez. Bah, pour une fois, ouais. Je vais commencer. Allez-y. Allez-y, l'Edmiya. On lui fait plaisir. C'est aujourd'hui. Allah alam, c'est comme ça. Allez-y, mais il va falloir gérer vraiment le temps aujourd'hui. Donc, allez-y, l'Edmiya. On commence parce que le sujet, il est très important. Il est d'actualité. Bon, j'ai dit que je ne parlais pas. Allez-y, parlez. Merci. Donc, en fait, j'ai choisi de parler aujourd'hui du concept de l'anxiété de performance. Pourquoi ce concept? Parce que je le vois de plus en plus chez les enfants, chez les ados, même chez des adultes,
Donc qu'est-ce que c'est déjà cette anxiété de performance? C'est tout simplement la peur de l'échec. Voilà, c'est la peur de l'échec qui crée beaucoup d'anxiété. Et je le vois donc de plus en plus chez les plus petits, même au primaire, quand il y a des petits contrôles, des devoirs. Les enfants, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir les parents. Mais c'est dû à quoi cette peur? C'est une pression que leur font subir les parents? Oui, ça peut être une raison. Il y a plusieurs facteurs. Donc ça peut être aussi un côté très perfectionniste. Par exemple, ce sont des enfants ou même des adultes qui mettent la barre très très haut, donc qui veulent réussir mais d'une manière exceptionnelle. Donc c'est très difficile à atteindre. Parfois on ne peut pas atteindre. Du coup, ça les met dans une situation de fragilité, ce qu'on appelle narcissique. Ça veut dire qu'ils vont avoir une faible estime d'eux-mêmes. Parce que quand on se fixe des objectifs impossibles à atteindre, on est déçu. On est déçu, forcément. On a peur de décevoir les autres. Et là, je lance un appel aux parents pour diminuer un petit peu la pression sur les enfants. Et l'important, d'abord, c'est de repérer ça. Parce que ça peut aller très très loin. Il y a même des personnes qui peuvent aller jusqu'à des tentatives de suicide parce qu'ils ne peuvent pas faire face à une déception. Voilà. C'est ça. Ça peut aller très loin et c'est vraiment pas à prendre à la légère. La différence avec le stress c'est quelque chose de assez commun, de naturel, c'est normal. Par exemple, quand on a une évaluation, un examen, de ressentir du stress. Au contraire, c'est ça qui va faire mobiliser notre capacité d'attention, de concentration, de mémoire, qui nous pousse à l'action. Ce stress-là, il est nécessaire à notre survie et dans le fait de s'adapter à notre environnement. L'anxiété de performance, en revanche, elle, c'est de l'anticipation. C'est-à-dire, c'est avant l'événement. C'est pendant l'événement, c'est après l'événement. Ouais, ça peut durer très longtemps. C'est ça la différence. Si je prends l'exemple de l'examen, on prend l'exemple d'un étudiant ou d'un lycéen, c'est avant l'examen, pendant la préparation, c'est ce qui pousse à la procrastination, par exemple, aussi. Oui. En fait, c'est un mécanisme de défense, c'est un comportement. On le voit de plusieurs manières. Comment détecter ça? Sur le comportement, sur les pensées, les émotions et le corps. On va commencer sur les pensées. Les pensées, ce sont des pensées de dévalorisation, auto-dévalorisation. Je suis nulle, je ne vais jamais y arriver. Tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif et qui n'aide pas beaucoup. Je vais décevoir mes parents, les autres vont réussir et pas moi, etc. Ça, c'est les pensées. Ensuite, il y a les émotions. C'est tout ce qui est peur. Cette peur, cette inquiétude, de rater, de ne pas être à la hauteur. Voilà. Ça, c'est les émotions. Ensuite, il y a sur le corps, c'est des maux de ventre, le côlon irritable, des maux de tête. Des boutons, des palpitations. Même le psoriasis, il paraît que ça peut... Le psoriasis, ça peut provoquer du diabète. C'est-à-dire, j'ai vu des enfants tellement stressés qu'ils ont développé du diabète. Il y a des endocrinologues qui m'envoient des enfants parce qu'ils voient bien qu'ils subissent énormément de pression, de stress ou d'anxiété. Et j'en viens au comportement. Dans le comportement, il y a ce comportement de fuite ou d'évitement. Par exemple, c'est une personne qui va procrastiner, donc tous les jours, elle va remettre son travail au lendemain parce que la tâche est tellement colossale, elle la voit d'une manière tellement... Qu'elle n'y arrive pas. Elle ne sait même pas comment penser, c'est ça. Après, je donnerai des conseils là-dessus. Donc là, ça fige. Autant le stress, ça peut être un moteur, autant l'anxiété de performance, en tout cas, c'est quelque chose qui peut bloquer, qui peut figer l'action. Donc, ensuite, il y a aussi des actes manqués qui peuvent être comme de la fuite. Par exemple, ne pas se réveiller le matin de l'examen ou même être malade, être tellement malade, on va somatiser et du coup, on ne va pas pouvoir passer l'examen. C'est une manière de se protéger, de protéger son estime en se disant inconsciemment, j'ai raté parce que je n'y suis pas allée. C'est pas la même chose de dire j'y suis allée, mais j'ai pris le risque de rater. C'est insupportable pour la personne de prendre le risque d'échouer. Voilà. Donc tout ça,
Vous voyez, c'est de l'anxiété qui est liée à un contexte donné. Ça peut être à l'école, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être une présentation orale, un artiste sur scène, enfin. Et qu'est-ce qu'il faut faire donc? Alors, l'idée, j'y vais comme ça direct parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. L'idée, c'est de repérer les signaux dans les comportements. Repérer aussi comment on se parle, qu'est-ce qu'on a comme pensée quand il s'agit de soi-même. Si c'est les parents, déjà, il faut discuter avec l'enfant et essayer de l'inciter à verbaliser ses émotions. Il ne faut pas tout de suite le traiter de fainéant. Fainéant, il ne veut pas faire d'efforts. Essayez de voir qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment. Qu'est-ce qui cloche? Très souvent, je remarque que derrière, il y a cette peur-là, qui est masquée, qui est vraiment silencieuse. Donc, c'est repérer ça. Ensuite, discuter avec l'enfant, par exemple, et lui dire... Déjà parler de ses propres échecs, de dire c'est pas grave, moi aussi j'ai fait ça, je suis pas parfait, parce que les parents aussi qui aussi sont dans un mode je suis parfait, j'ai pas fait d'erreur, non. Et autorisez vos enfants aussi à se tromper. Donc changer de relation avec de façon de voir l'échec, c'est une expérience. L'erreur fait partie de l'apprentissage et valoriser l'effort plus que le résultat. Voilà, ce genre de choses. Et il y a des exercices tout simples de respiration à faire, par exemple, de relaxation, de visualisation positive. Par exemple, se visualiser en train de passer les examens dans un mode serein, ça aide. Parce que le cerveau, il ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Quand on imagine réussir, bon, ça y est, on peut se conditionner. En fait, ce sont des choses toutes simples qu'on peut faire tous les jours et qui nous permettront de voir nos enfants évoluer sereinement. Tout à fait. N'est-ce pas? C'est ça. Très bien. Voilà. Alors, on va passer à Hassan pour essayer de gérer le temps entre vous deux, mais le gros est passé, n'est-ce pas? Le gros est passé. Le message le plus important, c'est éviter de faire mettre de la pression. D'apprendre à repérer ça parce qu'on n'en parle pas souvent. Très bien. D'accord, mais on pourrait faire toute une thématique sur ça avec des images, pourquoi pas, des exemples. Ce serait bien aussi de traiter. Des cas cliniques concrets. Si vous avez des invités, on les reçoit. Hein. D'accord. Hassan en ramène bien des invités, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous êtes venus sans invités, mais la thématique a voulu que ce soit comme ça, puisqu'on on célèbre aujourd'hui quoi? C'est le 5 mai, journée mondiale de l'hygiène des mains. C'est une thématique très importante. C'est très important de se laver les mains. Se laver les mains de manière efficace permet de prévenir la propagation des germes, des microbes, des maladies infectieuses. Alors, on peut facilement propager un germe en touchant une autre personne. Le germe, c'est quoi? C'est un mot générique. C'est un générique, en fait, qu'on utilise pour désigner un virus ou une bactérie. Vous voyez? Donc, et on peut facilement entrer en contact avec des germes en touchant des surfaces contaminées. Vous voyez? Donc, il est très important de se laver les mains. Comment se laver les mains? Avant de vous dire comment se laver les mains efficacement, on va parler des maladies qu'on peut contracter quand on a les mains qui ne sont pas propres. Alors, il y a les intoxications alimentaires. Ah oui. Parfois, qui revient le plus. Parfois, on peut manger un sandwich, par exemple, qui est bien préparé, mais on avait des microbes dans nos mains. Le soir, on a mal au ventre. C'est une intoxication alimentaire. Ah, c'est pour ça. Après, on dit, c'est parce que sa viande, elle n'est pas bonne. Mais finalement, c'est nous aussi. Peut-être c'est les mains, oui. C'est les mains. Parfois, c'est les mains. Donc, c'est très important. Alors, il y a aussi la grippe. Quand il y a l'épidémie, la grippe se transmet à travers les mains. Donc, on transporte des millions de bactéries, des millions de germes. Bah oui. Tout ce qu'on touche durant la journée, tout ce qu'on touche. Et on ne fait pas attention à tout ce qu'on touche. Même quand vous partez, par exemple, vous lavez les mains, on part dans un restaurant. Alors, pour savoir que ce restaurant ou cet hôtel est géré par des professionnels, vous allez trouver... Au niveau des restaurants, ils ont tous un coin où se laver les mains. Alors, si vous trouvez un morceau de savon, sachez que les gens qui gèrent ce restaurant ne sont pas professionnels. Ouais. Vous nous avez ramené des photos, justement. J'espère qu'on verra les photos. L'idéal est de se laver les mains avec un gel hydroalcoolique. Donc, il faut faire très attention. Utiliser une quantité importante de savon et se frotter les mains l'une à l'autre pour faire une bonne friction. Et après, en fait, faire attention lorsqu'on ferme le robinet. Alors, il ne faut pas utiliser des serviettes collectives. Il faut favoriser des mouchoirs à papier.
Des mouchoirs à papier jetables, des mouchoirs jetables. Oui. Et même quand on ferme le robinet, parce qu'on ne sait pas qui l'a fermé avant nous. C'est vrai, il faut se relaver les mains. Si on se lave les mains, après on ferme le robinet, alors comment le fermer? On le ferme avec un mouchoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec le papier et le... Ça ne sert à rien. Ou bien ouvrir le passe de la porte, se laver les mains, ensuite ouvrir avec vous. Une fois, j'ai été dans le sud du pays, je ne vais pas citer la ville, il y avait un hôtel qui venait d'être inauguré. Oui. Alors, on nous a invités à manger. J'ai demandé pour me laver les mains. Je pars, c'était un hôtel réalisé aux normes internationales. Ouais. Et croyez-moi, au niveau des sanitaires, j'ai trouvé une serviette qui est devenue noire. Ah, wow. À force de... Hein, donc vous imaginez. Comment? Et un morceau mais je n'ai pas résisté. Un morceau de savon. Je suis parti voir le gérant. Je lui ai dit, monsieur, je vous félicite, c'est un hôtel magnifique. Est-ce que je peux parler au gérant? Alors le gérant est venu. Je lui ai dit, voilà ce qui ça coûte rien. Voilà, un distributeur de savon. Savon liquide, oui. Et des serviettes à papier. Des serviettes, voilà, serviettes, il n'y a pas mieux, n'est-ce pas? Et en fait, donc Hassan, il faut se laver les mains finalement combien de fois par jour? Dès qu'on peut, il n'y a pas mieux que l'eau et le savon. Alors, pour beaucoup, ouvrir le robinet, utiliser que l'eau, on s'est lavé les mains. Non, là, on a juste mouillé les mains. Oh, il faut utiliser du savon et de l'eau. Alors, quand est-ce qu'il faut se laver les mains? Avant de manger, avant de toucher le visage, avant de toucher le nez, les yeux. Avant de toucher, même pour les femmes qui ont des bébés, avant de toucher le bébé, parce qu'elle peut toucher une surface contaminée, une poubelle ou des chaussettes, ou je sais pas, après elle touche le bébé et le contamine. C'est vrai. C'est-à-dire on essaie de se laver, de s'en rappeler, c'est comme se rappeler de boire de l'eau, qu'il faut boire de l'eau et il faut aussi se laver les mains avec du savon, n'est-ce pas? Lorsqu'on éternue, il y a des personnes qui éternuent comme ça sur les mains. Alors qu'on dit qu'il faut éternuer comme ça. Voilà, utiliser le coude, voilà. Pardon, la période du Covid d'ailleurs, où les gens se lavaient beaucoup plus les mains, il y avait beaucoup moins de gastro, par exemple. Justement, j'allais en parler. C'est tellement efficace, se laver les mains, que lors de la pandémie Covid-19, on a non seulement réduit la propagation du virus. Tout le monde avait peur et tout le monde l'avait. Mais croyez-moi, le ministère de la Santé l'a confirmé, même au niveau des écoles, il y a eu moins de contamination, moins de maladies infectieuses. Moi, je lavais même les sachets. Les sachets, tout ce qui était sac, je le lavais avec de l'eau de Javel. Non, mais là, ça devenait un petit peu... on était parano, hein. C'était trop. C'était un peu trop exagéré, mais on va parler. J'espère qu'on va continuer comme ça, à se laver. Oui, ça serait bien un bon sujet, le demi, prochainement. Alors donc... Se laver régulièrement les mains. Surtout quand on part aux toilettes. Il faut se laver les mains. Vous pouvez sortir des toilettes, vous pouvez rencontrer, serrer les mains à une personne. Alors, rapidement, lorsqu'on parle de l'hygiène des mains, j'ai envie de dire un mot sur l'hygiène hospitalière. Alors, on peut partir à l'hôpital pour traiter une maladie, sortir avec 2 maladies. Ce qu'on appelle des maladies nosocomiales, associées aux soins. C'est dangereux. On peut rencontrer quand on rend visite à un malade. Portez le masque et ne serrez pas la main. Et ne touchez pas les surfaces. Dites juste bonjour. Dites juste bonjour. Dites bonjour et gardez distance. Très bien. Voilà. C'est un sujet très intéressant. J'espère qu'on aura l'avis d'un spécialiste prochainement. Pourquoi pas, un invité. Et pour revenir, en tout cas, c'est bien que Hassan ait parlé de l'hygiène des mains parce qu'on n'en parle pas assez. On utilise tellement nos mains et puis voilà. Merci beaucoup. Lavez-vous les mains régulièrement, avec du savon et de l'eau. C'est triste de le dire, mais on le dit quand même. Voilà. Merci beaucoup, Ledmia. Merci, Hassan. On se rattrapera bien la semaine prochaine. Je vous donnerai beaucoup plus de temps. En tout cas, merci d'être là à chaque fois et de ne pas rater vos chroniques qui sont très, très importantes pour l'émission Souriez. Merci.